Le président sortant mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani a remporté l'élection présidentielle avec 56,12% des voix, tandis que le militant des droits de l'homme Biram Ould Dahabed est arrivé en deuxième position avec 22,10% des voix, a annoncé ce lundi la Commission électorale nationale indépendante. Hamadi Ould Sidi El Mokhtar, chef du parti islamiste d'opposition Rassemblement national pour la réforme et le développement, est arrivé en troisième position avec 12,76% des voix, a indiqué l'autorité électorale, qui a achevé le dépouillement de l'élection présidentielle tenue samedi. Le pays compte 1,9 million d'électeurs inscrits sur une population d'environ 4,5 millions d'habitants, avec un taux de participation de 55,39%. Dans la soirée de dimanche, le candidat de l'opposition Biram Ould Dahabed a rejeté les résultats des élections, les qualifiant de coup d'État électoral. Il a annoncé qu'il ferait désormais campagne pour une enquête sur les résultats des élections, qu'il a qualifiées de fraude. Parallèlement, le ministère mauritanien de l'Intérieur a annoncé tôt lundi que ses forces de sécurité avaient réprimé des émeutes consécutives à l'annonce des résultats des élections. Au Niger, les autorités ont lancé une opération de vente de riz à prix modéré, offrant aux consommateurs le sac de 25 kg à 13 500 au lieu de 17 000 francs CFA. L'initiative vise surtout à soutenir les ménages les plus vulnérables à travers la disponibilité et l'accessibilité du riz. Donc dans l'avenir, en tout cas à partir d'aujourd'hui, vous allez assister effectivement à ce genre d'opération sur l'ensemble du territoire national. C'est une manière de dire que l'État est là à côté du peuple. Afin d'en faire bénéficier au plus grand nombre, une dizaine de sites ont été identifiés et seront approvisionnés en riz au niveau de Niamey, la capitale. Cette opération concerne également les autres régions du Niger et touchera l'ensemble du territoire national. Lors du lancement, le ministre Seydou Asman a expliqué que c'est du riz acquis par l'État nigérien qui a été mis à disposition de la population à un prix étudié. Nous remercions l'OPVN avec à sa tête le colonel Sidi Mohamed, qui ont bien voulu mettre à la disposition des populations nécessiteuses la vente de riz à prix modéré. Les pouvoirs publics invitent les acheteurs, tout comme les vendeurs, au respect scrupuleux des consignes. Selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, tout manquement à la règle sera puni conformément aux lois en vigueur. Le paludisme est une préoccupation de santé publique en Côte d'Ivoire, représentant 30% des consultations hospitalières et la première cause de mortalité. Pour lutter contre cette maladie, le gouvernement ivoirien a introduit 131 100 doses de vaccins antipaludiques R21 par Matrix M dans son programme de vaccination de routine pour un coût de 3 milliards de francs CFA. Avec ces vaccins, nous allons donc renforcer notre arsenal de lutte pour l'élimination du paludisme dans notre pays. Et nous sommes très heureux donc, de commencer donc, cette vaccination. Notre objectif, c'est vraiment de renforcer notre plan donc, de lutte contre la mortalité, surtout au niveau des enfants. Ce déploiement permettra de vacciner 250 000 enfants âgés de 0 à 23 mois dans 38 districts sanitaires repartis dans 16 régions. À noter que le vaccin a été recommandé en octobre 2023 par l'OMS pour prévenir le paludisme chez les enfants à risque de contracter la maladie. Il faut qu'on puisse continuer à renforcer les stratégies en cours. L'objectif à terme, c'est vraiment d'éliminer le paludisme d'ici 2030. Les vaccins seront déployés à partir du 15 juillet 2024 pour les enfants âgés de 0 à 23 mois. L'extension de la vaccination antipaludique se fera progressivement dans les 75 autres districts sanitaires d'ici la fin de 2024. Le Togo mène diverses réalisations dans le secteur sanitaire. Construction et réhabilitation d'infrastructures, renforcement des professionnels de santé, accessibilité des médicaments, couverture maladie. Une avancée, fruit du projet de service de santé essentiel de qualité pour la couverture sanitaire universelle Sécu, lancé en 2021. Projet soutenu par la Banque mondiale qui vise à améliorer l'accès aux soins de santé pour les populations vulnérables en mettant l'accent sur les femmes enceintes, les enfants et les zones rurales. Le projet vise à renforcer le système sanitaire qui, en réalité, va soutenir l'assurance maladie universelle. Et dans le renforcement du système sanitaire de notre pays, il est prévu de rénover les formations sanitaires qui existent mais qui sont devenues vétustes.
Le projet Sécu permettra la réalisation de 200 nouvelles structures de soins de santé primaires, la réhabilitation de 300 autres, le recrutement de 4 880 professionnels de santé, ainsi que l'amélioration de la disponibilité des médicaments dans les formations sanitaires périphériques. On enregistre dans la région des Savanes la réhabilitation de 60 centres et 16 autres en cours de construction. On note également la concrétisation de la couverture sanitaire universelle qui a pris effet le 1er janvier 2024. Le pays d'Afrique de l'Ouest se positionne comme un modèle en matière de couverture sanitaire universelle. Le principal objectif est de couvrir d'ici 2025 60% de la population togolaise. Noirem Judith, cette réfugiée mère de 10 enfants, habitant le camp de Gandji au sud du Tchad, n'aura plus à parcourir 19 km pour aller soigner ses enfants. Et pour cause, le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil a construit, équipé et mis à la disposition du ministère de la Santé 3 nouveaux centres de santé à proximité des camps dans la province du Logone oriental. Désormais, tous les camps de réfugiés de cette région et les villages environnants ont accès aux services sanitaires de proximité. Avant, le centre de santé le plus proche était à une dizaine de kilomètres et nous peinions à y accéder quand nos enfants étaient malades, ce qui explique le taux élevé de mortalité infantile dans le camp. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons un centre de santé à proximité du camp de Gandji et je suis contente parce que nos vies seront sauvées. Le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil continue d'étendre la construction des infrastructures sociales conformément au programme politique du gouvernement et au mandat social des autorités. La réception de ces nouveaux centres de santé a rehaussé de 15% la couverture sanitaire de la province du Logone oriental, portant à 88% de couverture totale de cette région frontalière. Le projet PARCA continue à étendre ses actions, surtout en matière de construction de centres de santé. Nous ne sommes pas seulement dans le Logone oriental, nous avons également ces mêmes infrastructures qui sont construites, déjà disponibles, déjà finalisées dans le Wadaï. Et donc ça fait déjà 6 qui sont déjà terminés. Dans la deuxième phase qui est en cours d'exécution, nous avons 11 centres de santé qui sont en train d'être construits dans le Mandoul, dans le Moïchari, dans le Lidi Est, dans le Wadi Fira et le lac. Donc vous voyez, il y a 5 provinces qui vont bénéficier encore de 11 centres de santé et qui sont en cours de construction. Et je pense que nous sommes parfaitement situés dans le cadre de la politique du gouvernement qui est le mandat social. Donc on va continuer cet effort d'ici là pour que toutes les provinces, du moins de la zone d'intervention de projet, bénéficient de ces ouvrages de même dimension que vous voyez. Pour rappel, le Tchad accueille plus de 2 millions de réfugiés sur son territoire et les demandes d'asile continuent d'augmenter. Pour faire face aux besoins sociaux des réfugiés et des populations hôtes, le gouvernement, à travers le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil financé par la Banque mondiale, continue de doter les provinces concernées d'infrastructures sociales de base. L'Afrique du Sud a un nouveau gouvernement. Pour la première fois de son histoire, le pays sera dirigé par une coalition d'union nationale. L'ANC a perdu sa majorité absolue au Parlement à l'issue des législatives de mai dernier. La mise en place de ce gouvernement d'union nationale sous la forme actuelle est sans précédent dans l'histoire de notre démocratie. Nous avons dû réfléchir à la manière de former un nouveau gouvernement de manière à promouvoir l'intérêt national, à tenir compte des résultats des élections et à utiliser les capacités respectives de chacun des partis représentés. L'ANC au pouvoir conserve 20 des 32 postes ministériels. Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, en obtient 6 et le reste pour d'autres partis d'opposition. Il est important que nous déployions à des postes de responsabilité des personnes engagées, capables et travailleuses et qui sont également intègres. Nous avons dû veiller à ce que tous les partis puissent participer de manière significative à l'exécutif national, ainsi qu'à divers postes parlementaires, et à ce qu'ils représentent correctement la diversité du peuple sud-africain. Le président Ramaphosa a par ailleurs reconduit Paul Massatile dans ses fonctions de vice-président.
L'Égypte a accueilli une conférence de presse visant à attirer des investissements de l'Union européenne. À l'occasion de cette assemblée, la présidente de la Commission européenne a annoncé la signature de contrats entre les entreprises européennes et égyptiennes d'une valeur de plus de 40 milliards d'euros. Cette annonce fait suite à un programme de financement de l'Union européenne de 7,4 milliards d'euros, alors que l'Égypte tente de contenir les retombées des conflits internationaux. Les responsables européens affirment vouloir aider l'Égypte à devenir plus résistante en stimulant les investissements et le secteur privé après que des chocs répétés, notamment les conséquences de la guerre en Ukraine et le Covid-19, ont révélé des faiblesses économiques du pays. Pour le président égyptien, cette conférence arrive à un moment critique compte tenu des crises internationales et régionales successives qui, selon lui, nécessitent une coordination entre l'Europe et l'Égypte. À l'échelle mondiale, l'Afrique représenterait à elle seule 40% des réserves d'or, 30% des réserves de minerais et 12% des réserves de pétrole. Cependant, bien que ces richesses soient un argument en faveur du développement du continent, elles ne profitent pas encore assez aux populations et de nombreuses économies africaines peinent à les convertir en développement économique stable. La Banque africaine de développement recommande dans ce cadre aux pays africains de transformer leurs matières premières en produits finis pour ajouter de la valeur à leurs exportations. L'Afrique possède une part très importante des richesses minérales. Le problème actuel est que les richesses minérales sont extraites d'Afrique sans que les ressortissants africains ne profitent pleinement des avantages et de la valeur ajoutée de ces matières. Selon des économistes, les difficultés des pays africains à transformer leurs matières premières résultent de la volatilité des prix des matières premières qui a un impact majeur sur le PIB des pays exportateurs, puis le fait que ces ressources et la manne financière qu'elles génèrent entraînent d'importants problèmes de gouvernance et de corruption impliquant à la fois les gouvernements locaux mais aussi des multinationales ou des puissances étrangères. Les Africains méritent d'avoir la possibilité d'établir des installations de fabrication et des co-entreprises avec d'autres entreprises automobiles et d'autres entreprises connexes afin de fournir de bons emplois, de bonnes conditions de vie aux citoyens africains et de ne pas être simplement des extracteurs, mais des créateurs et des consommateurs de ces biens. Ces observations sont notamment faites alors qu'en 2020, les produits issus de l'industrie représentaient le premier poste des exportations de seulement 4 pays africains, dont le Maroc, la Tunisie, les Seychelles et Sao Tomé et Principe. En raison de ce faible taux de transformation des matières premières, l'Afrique ne participe qu'à moins de 2% au commerce mondial selon les données du Fonds monétaire international.